Bonjour à tous et bienvenue dans ce Camel sans filtre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Kratz, CEO de NeoFacto, mais également fondateur de ScoreChain, Jamendo, Les Frontaliers et d'autres choses encore. Je vous invite à l'écouter car vous allez en savoir plus, notamment ce qu'il pense de l'IA, de la blockchain et des bitcoins. Where sustainability and social welfare are at the core of our concerns, where technological lead in Luxembourg. Bonjour Laurent. Bonjour Kamel. Ravi de t'avoir dans ce studio. Faut savoir que quand j'ai eu cette idée-là il y a quelques années pour le lancement, tu faisais partie des premières personnes. Je me suis dit, tiens, lui, j'aimerais bien l'avoir. Parce que je sais que ce podcast va être très enrichissant et on va pouvoir bien s'éclater. Bon, on va essayer, ouais. Est-ce que tu es prêt ? Ouais, je suis prêt. Ok, donc aucune question qui va te faire peur ? Non. Ok, sache. Donc là, tu as une carte joker. D'accord. S'il y a une question auquel tu ne veux pas répondre, tu me la donnes et tu peux. Mais tu n'en auras qu'une seule. D'accord. Je peux appeler un ami et, Un ami, ouais, tu peux appeler, mais c'est pas bon pour. Je peux demander au public ? Tu peux demander au public, même s'il n'y en a pas. D'accord. Donc, ouais, tu peux demander au public. Très bien, donc on va commencer la première question. Comment tu pourrais décrire ton métier à quelqu'un qui n'y connaît rien ? Alors, j'en ai plusieurs, mais le métier principal, je vends plus cher que ça ne coûte des humains. Alors, il se trouve que c'est des informaticiens. Ok. Donc ça, c'est un des métiers. Oui, Mais c'est le métier principal, oui. Okay. Après, j'ai fait plusieurs startups. Donc, justement, j'ai fait beaucoup de startups où j'ai essayé de me sortir de ce business model-là, ce qu'on appelle des startups scalable. Justement, où on ne vend pas, finalement, la masse salariale ne veut pas directement lier le chiffre d'affaires. Okay. Dans mon métier principal, plus je veux faire de chiffre d'affaires, plus ma masse salariale augmente mécaniquement. Et donc ça, c'est par rapport à ton premier job. On va revenir après sur l'histoire de startup, parce que j'ai d'autres questions sur le sujet, mais pour revenir à ça, parce que là, c'est un gros, disons, pour toi, ça va être pas mal de questions sur les startups, parce que je sais que tu en as créé pas mal. En fait, on avait, sans que ça soit péjoratif, on a une colonne vertébrale qui était ce métier d'ingénierie. Ça s'appelle une ESN, une entreprise de services du numérique, qui était un peu la colonne vertébrale et qui marche très bien. Donc, ça crée de la marge. Mais on a toujours, je dis on parce que je ne vais pas tout seul, essayé de faire aussi des trucs à part, donc des startups, où le business model n'était pas celui-là. On va y revenir. Ouais. Quel était ton premier job ? Mon première feuille de paye, c'est je travaillais chez mon père, 16-17 ans, dans la fosse. Donc, mon père était garagiste, poids lourd. Et je faisais des vidanges de camions. Ok. Et tu as eu une fiche de salaire pour ça ? Ah oui. Maintenant, je suis à l'âge où on commence à compiler les données de retraite. Donc oui, ça rentre dedans. Donc il y a des trimestres. Ah oui. Ouais. C'était en été ? C'était job d'été. Alors quand c'était un mois, ça suffit pas pour faire un trimestre. Mais d'autres années, j'étais électricien aussi. J'ai fait électricien poids lourd. Changer les faisceaux, les ampoules, les trucs comme ça. Et donc ça, j'avais dû faire 2 mois, donc ça suffit pour enregistrer un trimestre. Je devais avoir 18 ans, un truc comme ça. Donc tu sais faire une vidange, changer un interrupteur. J'ai démonté un moteur, mes mobylettes, je l'ai démonté complètement. J'ai mon grand-père, mon père et mon frère étaient garagistes, donc il y a de la mécanique dans le sang. Ouais. Et t'en fais encore un peu ou pas du tout ? Non, pas du tout. T'aimes pas ça ? Si, mais... Ouais. Et justement, ta première fiche de paie, t'as fait quoi de ton premier salaire ? Tu te souviens ? Aucune idée. Non, je sais pas. Cet âge-là, j'étais déjà pas mal geek, donc probablement des conneries autour de l'Apple II, des choses comme ça. Ouais. Tu t'es pas acheté une guitare ou quoi, parce que tu fais suivre la musique ? La guitare, c'est possible aussi, ouais. C'est vrai que c'est possible aussi. Mais à l'époque, quand on jouait avec les copains, la batterie, c'était des seaux de peinture avec du scotch brun dessus, comme ça. Donc ça coûtait pas cher, quoi. Tu crées tes propres batteries. Ouais, créer la batterie, ouais. Si on regarde ton quotidien aujourd'hui, quelle est la chose qui te passionne le plus dans ton travail ? Aujourd'hui, oui. J'essaie de me tenir au courant. C'est vraiment, et puis on en reparlera sûrement, mais on est vraiment tellement dans une exponentielle avec les AI et tout ça que c'est pas facile, mais ça me passionne en fait. C'est un challenge de curiosité, mais je produis plus grand chose, faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'il y a pas, je produis, je parle pour créer du revenu, etc. C'est plutôt pour mes besoins propres que pour l'entreprise en elle-même. Je pense qu'on est dans un métier, en tout cas ce métier-là, c'est vraiment, si tu sais plus de quoi tu parles, tu peux perdre pied très vite. Et de plus en plus vite. Et puis voilà, c'est... Justement, là, tu parlais de ton travail, de ce que tu as créé. Moi, j'ai quelque chose qui a bercé un peu, je ne vais pas dire mon adolescence, mais
Il y avait ce site lesfrontaliers.lu. Alors, tous les frontaliers, en tout cas, à l'époque, beaucoup de gens connaissent. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette histoire? Ce que alors, c'était. C'est justement donc. Moi, j'étais donc ingénieur informaticien. Puis après, j'ai fait un billet quand j'ai vécu à Bruxelles. Et quand je me suis enfin lancé en 2000 entrepreneur, j'étais déjà directeur d'une ESN qui s'appelait US Web à l'époque. Mais c'était pas ma boîte. Donc en 2000, je me suis lancé et je me suis lancé avec une espèce d'ambiguïté. Je me suis dit, je veux plus faire ça m'emmerde, mais je vais quand même le faire parce que quand même ça ramène des sous. Mais on va essayer de faire à côté de ça des boîtes dont le mode de fonctionnement n'est pas justement de vendre du service, mais plutôt de vendre un produit. Voilà. Et donc les frontaliers, l'idée, le point de départ, c'est que il faut se remettre ça. On est en septembre 2000, hein. Donc c'était la zone complète sur Internet luxembourgeois. Et on s'est inspiré d'un site qui existe toujours d'ailleurs, qui est l'ancêtre de Reddit, ça s'appelait Slashdot. Et on s'est dit, on va faire un Slashdot luxembourgeois pour une communauté qui est complètement délaissée, qui était les frontaliers à l'époque. Et donc on a fait l'été 2000, un peu l'exercice, on va dire, stratégique de marque et tout ça. Puis on a codé le truc, puis c'est parti. Et ça a été un succès vraiment sympa. Je me rappelle, j'aimais bien dire, c'est un oxymore, mais on était le 3e plus grand point lu du monde. Ouais. Donc c'est à la fois vachement grand, c'est tout petit. Et on était dans les stats, tu avais RTL.lu, Allo.lu, et puis le 3e en trafic, c'était les Frontaliers.lu. On faisait plus que le fort. Il faut se remettre dans l'essentiel, n'existait pas. Ouais. Enfin, c'était un autre environnement médiatique aussi. Hein. La rubrique qui marchait le plus, c'était quoi? On avait des forums avec vraiment tous les ragots. Donc on était les premiers à faire vraiment ce qu'on appelait le Web 2.0. Okay. Donc le Web 1, c'est tu publies et puis tu consommes. Le Web 2, tu peux contribuer. Donc on avait des forums extrêmement actifs, mais y compris avec des blagues. On a eu plusieurs fois la police, etc. Ah oui. Oui, parce que il y a les mecs qui bazardaient les salaires des partenaires de Deloitte. Ah oui. On a eu des tas de trucs comme ça. Où on a eu aussi des histoires évidemment de... Comment ça s'appelle, un tel a eu des attouchements dans le couloir, au fond à droite. Ah oui. Mais tu n'effaçais pas, tu avais un modérateur derrière? Si, on effaçait, mais bon, après les mecs avaient fait un print screen, ils l'avaient envoyé aux flics, les flics venaient, enfin c'était... c'est Twitter de nos jours, quoi, hein, c'est rien de nouveau. Et tu en as fait quoi après? Tu as vendu, je crois? Donc on a vendu, il me semble, en 2006, quelque chose comme ça, ouais, à un groupe média qui a disparu depuis. Et puis notre directrice commerciale de l'époque a toujours travaillé là-dedans, et puis elle a repris à la Curatel le site qui existe toujours, qui marche toujours, elle en vit. Voilà. Donc c'est quand même, c'est 25 ans. C'est 25 ans, donc ça a des frontaliers. Et tu as eu aussi Jamendo. Alors ça, ça démarre un peu en parallèle, donc ça c'est un stagiaire qui vient avec un projet un peu... voilà, il disait, est-ce que je peux te prendre un peu de place sur le serveur? Du vas-y. Puis finalement, justement, à cette époque-là, donc on avait Frontalier. Est-ce qu'on l'a Sylvain, si tu nous entends. Sylvain Timmer. Ouais. Et je l'ai mangé avec lui il n'y a pas longtemps. Et donc, il commençait à faire plus de trafic que nous. Avec un truc, voilà. Et ça s'appelait lesautres.org. Donc c'était une plateforme de musique qui faisait un statement qui était de dire, il faut se rappeler l'époque, hein, c'est de Pirate Bay, BitTorrent, eMule, tous ces softs de peer-to-peer. C'était pour c'est pour voler des musiques. Voilà. En fait, tu as un bon groupe local, tu tapes dans Pirate Bay, je sais pas, YouTube, Rolling Stone, tu trouves tout. Tu tapes ton propre nom, tu ne trouves pas. Ça fait chier parce que tu sais que tous tes copains écoutent de la musique sur Pirate Bay. Donc on a fabriqué un service pour se mettre volontairement sur Pirate Bay. C'était ça le point de départ. Et donc, l'idée, c'est de dire, c'est bien beau, mais quel est le business model? Donc, le business model, ça a été de Jamendo, justement, de se positionner dans un... En fait, c'est toujours un peu le cas, c'était de dire que il y a, si tu veux, le discours général dans les médias, c'était de dire qu'il y avait deux possibilités. Soit c'est gratuit et c'est illégal, soit c'est payant et c'est légal. Mais en fait, c'est orthogonal comme deux concepts, parce que tu avais le payant illégal, les sites comme mega.com et tout ça, tu payais et c'était illégal, en fait. Oui. Et nous, on était dans le 4e cadran qui était gratuit et légal. Et pour faire ça, on avait utilisé une astuce juridique qui existe toujours, hein, c'est les fameuses licences Creative Commons. C'est les licences de Wikipédia, etc. Donc on forçait les gens qui uploadaient la musique sur nos services de se mettre dans cette licence-là, du coup ça devenait légal. Et le business model, c'était de compiler cette musique-là sous forme de playlist ou de titres et de vendre des licences d'usage commercial. Donc quand c'était B2C, c'est gratuit, c'est légal. Par contre, si tu l'utilises pour faire du pognon avec, tu dois payer. Bon, c'est un business model
complètement simple. Et ça nous a permis, enfin, il y a pas mal de films, par exemple de Canal+, qui prenaient de la musique Jamendo et qui mettaient, on compilait des radios avec cette musique-là. Et voilà, par exemple, c'était quoi, Marionneau, Mondial Moquette. Donc c'est pas des marques super sexy, mais passer de la musique comme ça. Et leur intérêt, c'est qu'ils n'avaient pas à payer la SACEM. Mais ils te payaient. Nous, on faisait 50-50 avec les artistes. Ok. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que Mangrove a mis de l'argent dedans. Ouais, alors donc ça quand même, c'est un truc énorme. Hein. Là, j'ai gardé les print screens. On était montés. Bon, après, c'est pas, c'est juste des trucs d'égo, si tu veux. Mais du temps, tu avais un truc qui s'appelait Alexa. Pas Alexa, oui, tout à fait. La plateforme qui comptait. Donc, on était 7 millième plus gros site du monde avec Jamendo. 7000, ouais. Donc, on a été dans le top 7000. C'était quand même pas mal. Ouais. Et donc, évidemment, on s'est dit, ça va pas être possible en autofinancement. Et donc, on a fait, c'était la première fois de notre vie, on a fait le truc classique, le bâton de pèlerin, aller voir les Vici. Et Mangrove était, le régional de l'étape, donc ça avait du sens d'aller voir. Puis bon, j'étais moyennement intéressé. Et puis là, après, dans ma carrière professionnelle, c'était vraiment... À partir du moment où on a convaincu une boîte d'M&A de nous prendre en charge, Mangrove s'est dit, ça c'est con, ça, c'est luxembourgeois et ça va partir. Donc, c'est eux, finalement, qui nous ont financés. C'est avec qui tu discutais à l'époque, Michael Jackson Michael Jackson existe vraiment, au cas où. Non, il était là, bien sûr. Non, à l'époque, les conversations, c'était Lopez et Toulouse. Et puis, comment il s'appelle le troisième, qui était le moins sympa, mais c'est pas dans le sens, il faisait son boulot. Je vais pas citer le nom. Ah ouais, tu peux pas. Moi, je moins sympa, mais je sais pas. Non, mais il est sympa quand même. Mais il faisait son boulot. Le troisième associé, nom de Dieu. Qui est parti après chez J Capital. Non. Varroquier. Non, Varroquier, ça c'était après celui qu'on avait dans le board. C'était après, ok. Mais bon, enfin, peu importe. C'était une grande époque, puis c'était c'était notre première levée de fonds. Fallait comprendre que ça c'était Dragelong, Tagelong, First Money Out et tout ça. Donc c'était super instructif et ça s'est très bien passé pour nous, moins pour eux parce que manque de bol, on était censé faire la série B, genre fin 2008. Ouais. Voilà, octobre 2008, machin. Donc on s'est retrouvé à essayer de lever X millions d'euros supplémentaires pour poursuivre l'aventure en plein des confitures, tous les VC mettaient 2 riz dans la voile et essayaient de... Voilà, donc bon, on s'en est quand même sorti puisqu'on est sorti avec un industriel qui s'appelle Audio Valley, à l'époque qui s'appelait Radionomie. Qui lui-même, il y avait Vivendi derrière et tout ça. Donc on est sorti honnêtement et on a fait notre boulot. Pierre restait 3 ans supplémentaires. Et c'est à ce moment-là qu'on a démarré la 3e start-up d'ampleur, qui est toujours dans notre portefeuille, qui s'appelle Scorechain, qui, elle, est dans le domaine des cryptos. Déjà très tôt. Si on avait démarré 2 ans avant, je ne serais pas là. Ouais, mais je me souviens que tu m'avais donné... on a démarré en décembre 2013 à réfléchir le truc. En fait, c'est Yalet, c'était... c'est ça, 2014, ça, Donc, j'ai acheté mes premiers bicots en 2014 à 250 balles, quoi. Ouais. Et tu m'avais donné de l'argent parce que tu avais fait un event et j'ai perdu... C'est vrai? Bah oui, c'était en Yalet. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, quand je faisais des démos, je donnais des wallets. Et tu m'avais pas... C'était pas énorme, hein. Je donnais 2-3 balles, ouais. C'est ça, c'est 2-3 euros, mais ça valait quand même... tu fais... Il y a un rapport 500, ouais. En c'est fait, tu m'as donné 1000 euros, quoi, et que j'ai perdu. Ouais. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais... c'est marrant parce que cette histoire-là, en fait, dans toutes que ce soit Jamendo, donc c'est un stagiaire, et Scorechain, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est donc en 2013, Pierre termine la partie earn-out unlocking qu'il avait avec Jamendo. Moi, j'étais déjà sorti avant, en 2010. Et puis, Pierre, on a un peu feuille blanche, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis il faut se rappeler, c'est la première fois où ça commence à parler Bitcoin dans les médias généralistes. Ouais. C'est la première fois que le Bitcoin atteint... Quand on y repense, $1000. Qu'est-ce que c'est que ce truc et tout ça, machin. Et nous, on regarde ça avec nos yeux de tech entrepreneur, en se disant, putain, mais c'est complètement délirant. Et on va voir, à l'époque, un de nos stagiaires, Grégoire Marchal, qui est le CTO de Scorechain maintenant, depuis toujours. Il est tout le temps bossé avec nous. Salut Greg, je sais pas s'il nous voit. Et puis on dit, Bitcoin, ça te dit quelque chose? Et lui, il nous dit, ouais, mais je mine. Donc il y avait un côté reverse mentoring. Énorme. Et donc, et puis là, on a réfléchi quel est le business model et tout ça. Et donc, on a décidé de partir dans. Alors, rétrospectivement, est-ce que c'était le bon choix ou pas? On saura pas vraiment. On peut pas refaire. J'ai un copain philosophe qui me dit que le passé se compose d'un imparfait.
Et donc, on est parti dans l'anti-blanchiment. On n'est pas parti. On aurait dû faire, je pense, rétrospectivement, on aurait dû faire un exchange. Ouais. Mais bon, c'est pas ce qu'on a fait. Bah, t'as fait, il y a la e-wallet, t'as fait quand même fait. Ouais, essayé alors, de faire ce. Ça, c'était vraiment purement tech, en se disant, Ouais. voilà, on va faire un wallet. C'est un peu Ledger avant Ledger, quelque C'est ça. part. Hein, ouais. Mais on n'a pas senti le business model. Ouais. On s'est dit, comment on gagne sa vie avec ça? Et après, stratégiquement, on s'est dit, bah, c'est une innovation démentielle, Ouais. mais la loi s'impose. Il y aura besoin d'outils pour rendre blanc cette technologie qui part dans tous les sens. Et donc, on s'est mis dans ce secteur-là. Parce qu'on s'est dit, quand tu vends du légal, en fait, du RegTech, c'est obligatoire. Donc, en fait, Tout à fait. le côté commercial est Obligatoire. Donc, c'est facile à vendre. Bah oui, c'est ça, on est obligé d'acheter. Ouais. C'est comme tout PSD2. Voilà, c'est ça. PSD2 Ouais. et tu lances Le seul truc, c'est qu'on a fait ça, le business plan, on l'a monté en 2015. Donc, on avait 5-6 ans trop tôt, quoi. Beaucoup trop tôt. Ah oui. C'est-à-dire que maintenant, voilà, on signe des clients, je peux les citer, hein, des KCIS, des Pictet, des trucs comme ça. À l'époque, quand tu allais les voir, les mecs, ils sortaient les gousses d'ail, l'eau bénite, tu leur disais Bitcoin. Et puis maintenant, il n'y a plus une banque sérieuse qui va dire... Parce que donc, tu as eu ces 3 startups-là, Mhm. tu en as eu d'autres, tu que ça. Oui, bah là, je dis celles qui ont Voilà, marché. celles qui ont évidemment. marché. Ouais. Ok. Non, on a planté pas mal de trucs Tu en as aussi. qui ont planté. Et justement, quel a été ton plus gros raté professionnel? Ça peut être une startup ou autre chose. Hein. J'ai une mauvaise mémoire des trucs. Moi, je suis Alors- quelqu'un de fondamentalement optimiste. Je veux dire... Un jour, tu m'as dit, Mhm. à moi, tu m'as dit, Kamel, de toute façon, ta première boîte, tu te fais toujours avoir. Ah ouais? Ouais. Toi, c'est toi qui m'as dit ça. Tu m'aurais dit encore Non, autre chose. c'est mais- pas vrai. Si. Tu dis ça, moi? Tu m'as dit ta première boîte, au niveau des actions, Ouais. des machins, des parts, tu te fais toujours avoir. C'est toi qui me l'as dit. Ah ouais? Mais après, il m'a dit, après, t'apprends, etc. Ouais. Alors, peut-être, tu m'avais dit ça parce que. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il t'est arrivé un truc. Ou quand Non, t'es rentré dans une non. boîte, où t'as fait monter la boîte, où t'as. Enfin, alors, comme ça, tu vois, j'ai pas de tout de suite. Ah, mais c'est ça, exactement. Oui, il y a eu quelques Mais merdes. j'ai voilà, planté disons que des trucs. c'était. Bien souvent, parmi les trucs qui n'ont pas marché, c'est effectivement d'abord des associés qui n'étaient pas alignés, quoi. Ça, Ouais. c'est sûr. Dans les boîtes qu'on a dû arrêter, je peux citer un truc qu'on avait fait en Estonie, etc. On n'était pas alignés entre associés, donc ça n'a pas marché. Justement, associé, t'es toujours avec Pierre Ouais. Gérard. Ouais, Donc, j'arrive pas à m'en débarrasser, c'est c'est une vrai plaie. Ouais. Donc, et c'est quoi Ouais, ça c'est un copain C'est d'enfance. un copain d'enfance, Mais oui, déjà. on était en terminale ok. ensemble, Ah, au ok. Matsup ensemble. On avait chacun un Apple II, on s'échangeait Ouais. des disquettes. Enfin, Ah, vous avez fait Matsup tous les deux? ouais. Vous n'avez pas du tout le. Ah ouais Autant lui fait un télo, toi. Ah, ok. Ouais, Matsup, j'ai bossé. Matsup, j'ai rien foutu. Ouais. Puis une fois que j'étais en école d'ingé, c'était quand même c'était cool. Quoi. C'était la C'était les belles fiesta, quoi. époques, ouais, c'était la fiesta. Ouais. Ouais, ok. Moi, j'ai pas osé faire Matsup, justement, il fallait trop travailler. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une année dure. C'est- La deuxième, Est-ce qu'il t'est arrivé de te dire, je suis pas à la hauteur plein de fois, tout le temps. tout le temps? Ouais. Ouais. Mais c'est Mais quoi j'y vais quand même. Alors Ouais. ça, c'est. Ouais, en fait. Alors, c'est- j'ai pas du tout de syndrome de C'est l'imposteur, ça, tout ouais. ça. Ça, c'est pas mon truc. Je pense pas être trop non plus dans le trop sûr de Ouais, soi-même. ouais. C'est un réglage. Enfin, il y a plein de trucs qui n'ont pas marché. Moi, je me rappelle, il y a pas longtemps, j'ai du temps de néo-facto, des démos en clientèle qui foiraient complètement. Enfin, bon. T'en as une? Ah, Ouais, allez, ouais, bien sûr. ou un truc de. Alors un même truc- la plus Ouais. emblématique, Ouais. c'était encore même avant. US Web était revendeur d'un soft qui s'appelle Rational Rose, donc Ok. c'était l'orienté objet. Ok. Et puis il faut se rappeler qu'il y a à peine Internet, hein, donc. Ouais. Et puis moi je m'étais un peu documenté sur l'orienté objet. C'était pas du tout ma culture historiquement. Et puis on va pitcher un client et on tombe en face d'un mec, un Tête au ayatollah, un Ouais. ayatollah de l'orienté objet qui m'a démonté. Et on peut savoir c'est qui ou pas? Tu te rappelles ou pas? Je me rappelle pas du Ouais. nom. Tiens, C'est peut-être une banque? C'était Bimaco, c'est possible ça? Ouais, c'est possible. C'était une boîte près de la gare, Ok, et ouais, tout ça. c'est possible. Je suis trop jeune, moi, tu sais. Ouais. Bah là, on est en 99, quelque chose comme ça. S'il y avait une chose dans ton quotidien professionnel dont tu voudrais te débarrasser, ce serait quoi? Un truc, tu dis, bah, ça me gave. Mais je suis déjà dans une telle position de confort, mon pauvre ami. Ouais. Ouais, enfin, je peux te dire. Ouais. Il y a toujours. Mais Tu peux pas te plaindre, en fait. Non, difficilement me Ouais. plaindre. Ouais. J'ai obtenu ce que je voulais de ma vie. Enfin, je suis pas complètement mort encore, mais le réglage est quand même pas loin d'être parfait là. Ouais. Et c'est toujours le people management, c'est sûr. Enfin, Ouais. tu te retrouves à gérer des trucs. C'est pas intéressant, etc. Il faut le faire. Ça fait partie du job. Mais même ça, moi,
Tu laisses ça aussi à tes associés un peu? Ouais, alors je suis toi, très bien entouré, ça ouais, c'est sûr. Est-ce que c'est toi qui viens d'embêter les employés quand ils ont un problème avec certains? Ah non, alors ça, il y a une blague assez commune. C'est qu'à un moment donné, dans les paliers de croissance de la société, on remettait toujours un petit peu de formation. On avait fait une formation, c'est un peu psy, machin, tout ça. Tu fais, c'était pas le disque, c'est un truc qui s'appelle ProcessCom. Okay. Donc tu passes des commandes, tu vas répondre des QCM pendant 1 heure, et puis ils te font une cartographie de qui tu es. Okay. Et donc après, c'est un peu, tu ouvres le kimono, tu es avec tes collègues, et moi je sors mon truc, et puis il y avait 7 couleurs ou 6 couleurs. C'était quoi, toi? J'avais le truc orange qui était empathie, qui était à 10%. C'est-à-dire que je suis capable de faire de l'empathie que 10% de mon temps. Mais c'est mon truc, je suis le moins confortable. Et puis moi, je leur dis, mais non, c'est pas vrai. Puis là, tous mes collègues me regardent, ils disent, si. Ah ouais, donc tu penses que t'es pas empathique? Bah, je pense que si, mais tout le monde me dit que non, en fait. En fait, non, je pense que moi qui te connais un peu, je pense que t'es empathique, mais tu le montres pas. Après, avec tes phrases un peu, bref, ton truc c'est de la merde. Bah, je suis pas un sociopathe. Non, mais par contre, t'es un peu provocateur. T'as des phrases un peu. Donc peut-être qu'ils ont l'impression. Ouais, je suis très mauvais en politique, ça c'est sûr. C'est pas hyper mauvais en dire. Il faut pas dire ça parce que l'autre ça. Non, ça je sais pas. T'es trop cash. Ouais, je suis hyper. Peut-être. C'est peut-être donc c'est peut-être pas un manque d'empathie, mais. Mais bon. Donc pour en revenir à ce qui m'emmerde le plus, franchement. Là donc on est comme on a vendu Neofacto, tout ça, on est dans une autre étape de l'entreprise. C'est un grand groupe, etc. Donc il y a un peu de politique. Dans quelques mois, dans un an, tu me diras le reporting, ça me gave. Alors, c'est pas moi qui le fais parce que je savais très bien, c'est pas la première fois non plus. Dans mon ancienne vie, j'avais été racheté à d'autres moments, donc je savais ce que je veux pas faire et donc je le donnais aux autres. Il y a même un petit truc rigolo quand on s'est vendu à cette boîte tchèque qui s'appelle Arikoma. Très rapidement, il y a eu une espèce de feuille Excel qui est parvenue en disant pour tel sujet, compliance, je sais pas moi, IT, qui est responsable. Ça apparaît nulle part. Et en fait, j'étais dans aucune des cellules. Et donc après, ils faisaient des espèces de conf call, de synchronisation. En fait, j'ai jamais appelé. Ouais. Alors, je me suis pas plaint évidemment, mais c'était assez rigolo. Oui. Ça c'est pas sympa ça. T'as tous les bons côtés en fait et t'as pas les mauvais. Oui. Non, franchement, c'est. Alors, justement, maintenant, on va dire que disons que t'es un peu plus tranquille. Ouais. Tu peux te permettre de dire, cette personne, je pourrais plus jamais travailler avec ou je veux plus travailler avec. Est-ce qu'il y a eu des personnes, ou est-ce qu'il y a des personnes qui disent, lui, hors de question, je veux pas du tout en entendre parler? Mais je fonctionne pas comme ça. J'ai pas de nom comme ça qui pourrait dire machin. En fait, il y a des gens avec qui j'ai jamais pu travailler où c'était difficile, mais il y avait pas de le problème c'est pas réussir à partager, est-ce que c'était bienveillant ou malveillant. Okay. Donc est-ce qu'il y avait des malveillants dans ma carrière professionnelle? Très certainement, mais après moi j'ai une capacité à pas me focaliser là-dessus, donc je suis pas rancunier machin, donc je les oublie et donc voilà. Mais il y en a pas beaucoup, c'est quand même un des avantages aussi du Grand-Duché, il faut quand même le dire, c'est un village. Donc si t'es mauvais ça passe, mais si t'es mauvais et méchant, mais t'es carbonisé en fait, tu n'arrives pas à travailler, la place est suffisamment petite que tu peux pas travailler sur une forme de terre brûlée au Grand-Duché. Ouais, il y a des mauvais et méchants qui continuent quand même à dis-moi à qui tu penses. Non, je pourrais pas te dire. Non, en fait, effectivement, ils sont peut-être bons et méchants, ou peut-être mauvais et gentils, quoi. Ou alors c'est des faux méchants. Ouais, parce que vraiment le mec des mecs qui jouent pas la balle et qui jouent le joueur, ça existe, mais moi j'ai pas. Ouais, t'es pas de. Alors, je vais pas te poser la prochaine question, c'était est-ce qu'il y avait un fournisseur avec qui tu pourrais plus jamais bosser? Parce que alors, déjà, dans une société d'ingénierie comme la nôtre, on n'a quasiment pas de fournisseur. En fait, c'est plutôt, tu vas dire, comme je le disais au début, mon métier c'est de vendre plus cher, ça coûte des humains. Il y a certains humains, je peux plus travailler avec. Donc ça, c'est sûr qu'il y a eu quelques employés, malfaisants. Et tout ça. Oui, j'en ai eu ça. Il y a eu je peux raconter des histoires de licenciement avec perte et fracas que tu as sûrement vécu aussi quand tu es entrepreneur, parce que tu as des gros cons quand même, ça existe. Ouais. Et est-ce que tu as eu, on va parler plutôt chez Neofacto, en termes technologiques, un projet où tu dis mais j'ai complètement raté, ou un truc où je dis mais voilà, mince, on aurait dû faire autrement. Est-ce qu'il y a eu un truc où Non. Parce que c'est les humains ou parce que voilà, ou à chaque fois. Non, il y a eu des trucs. En fait, alors déjà, parce que je suis un peu fainéant fondamentalement, on a fait assez peu de projets ou forfaits.
donc fixed price, qui en fait quelque part vont te sanctionner sur la performance, mais on en a fait quelques-uns, ils sont tous raisonnablement bien passés. Mais aussi parce que j'ai des cheveux blancs aussi, que je sais gérer des trucs comme ça. Hein. À la limite, les projets où ça s'est mal passé, c'est quand j'étais pas encore à mon compte. Je peux citer la SNCT, le projet Levis que j'ai récupéré, c'était une catastrophe. C'était mal chiffré, on pleurait du sang et tout, quoi. Est-ce qu'il y a une bêtise professionnelle que tu as faite toi personnellement? Tu dis mais un truc que tu dis mais en fait il y en a eu tellement plein pareil que tu sais pas. Mais il n'y en a pas eu des mortels. Mais je ne parle pas une qui me vient tout de suite en tête, mais ouais, je suis assez. Alors c'est ça qui est important, c'est là je suis tout seul, mais j'ai jamais été tout seul. Je suis assez mauvais commerçant. Oui, parce que tu m'as dit autre chose. Je suis assez mauvais commerçant, mais depuis que je travaille avec Ludo, ça va vachement mieux parce que lui, il sait négocier un prix, etc. Donc, parmi les erreurs, pas fatales, mais qui étaient... c'est que, comme je viens plutôt de l'ingénierie, et que pour faire marcher une boîte, il faut les deux jambes, quoi. T'as le produit, le savoir-faire et le faire savoir. Ouais, mais donc toi, tu penses... Donc, je me sous-vendais des fois, des trucs comme ça. Ouais. Ah, tu penses que t'es pas un bon commercial? C'est ma zone d'effort, c'est clair. Ok. Ouais, négocier un prix, c'est une zone d'effort pour moi, encore maintenant. C'est vrai? Ouais. Ah, pourtant, je pense que t'es... Oui, je sais le faire, mais par contre, avec dans l'autre sens, tu sais. Hein. Non, mais je vois maintenant où Evgenia, là, dans l'équipe, c'est des vrais commerciaux qui te mordent et puis qui te lâchent plus. Moi, je sais pas faire ça. Mais par contre, je sais m'entourer de gens qui savent faire ça. Oui. Ok. Tu m'as redit aussi un truc un jour, et là, c'était il y a pas longtemps, tu m'as dit... Est-ce que tu veux avoir un associé dans ta boîte que tu vas recréer, The Dots, avant que je la crée? Et tu m'as dit, Kamel, moi j'ai toujours eu quelqu'un, j'ai toujours eu un associé, j'ai jamais fait une boîte tout seul. C'est mon algo, tu as le droit d'avoir un algo différent. Moi, non, j'ai pas dit que j'avais un algo différent, mais... parce que il y a eu le mec qui sait tout faire, mais même Zuckerberg sans Sandberg, il est nulle part, quoi. Enfin, Musk sans la gonzesse qui fait tourner SpaceX, il est nulle part. Enfin, ça n'existe pas l'entrepreneur qui a 100% de sa boîte et machin. Ça, c'est des conversations. Alors maintenant, il y a sûrement des contre-exemples. Hein. Je noterai que Ludovic et Pierre, c'est la gonzesse, c'est ça ou... Mais Ludovic, déjà, c'est pas la même génération. Il y a 13 ans d'écart. Oui. Et dans le calcul, c'était important. Du coup, c'est lui qui s'y colle, de rester avec Arikoma. Mais voilà, c'était. Et puis, c'était clair avec lui. On ne l'a pas menti. Le jour où il est monté à bord, il dit voilà, nous, on est deux vieux schnocks. On aimerait être à la retraite à 40 ans, on n'a pas réussi. À 50 ans, on n'a pas réussi. À 60, on a réussi. Donc, voilà. Il n'y avait pas de mystère. Il était. En plus, c'est l'âge légal, 60 ans presque. Presque, ouais. Avec les baby hairs et tout, tu dois avoir. C'est ça. Tu y es presque. Est-ce que tu as déjà menti professionnellement sur un sujet, même pour blaguer ou... Alors mentir, pour moi c'est pas un booléen. Mentir, c'est tu mens en pourcentage, quoi. Ouais. Si tu mentis, je mentis à 80%, non, à 10%, 20%, je peux mentir, pas à 100%, pas à 80%. Okay. Mais voilà, c'est ça aussi la vente. C'est le getting to yes. C'est bon, maintenant ça suffit, tu signes. Il y a une forme d'agressivité que je sais avoir, mais que d'autres personnes savent nettement mieux avoir. Et en fait, ce gradient entre je vends exactement ce que le client veut, dans ce cas-là, ça s'appelle marchand de farine ou marchand de sucre. Voilà, commodité, versus tu vends quelque chose qui a un supplément d'âme, etc. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est brand value, et puis c'est aussi l'acte commercial de convaincre en disant oui, mais votre solution ne fait pas ça. Alors, il y a deux options. Je me rappelle très bien dans le cadre professionnel d'avoir vécu un peu les différentes façons de gérer ça. C'est pas de problème, on rentre chez nous, on vous prépare une offre et on vient. Et tu as l'autre fonction qui est de dire oui, mais maintenant ça suffit. Vous signez aujourd'hui et quand on commencera, on réglera ça. Mais maintenant, on a assez parlé. Et cette supplément on est à 90% bon, il manque 10%. Mais ça suffit. Ouais. Alors, c'est pas véritablement du mensonge, comme tu le dis. Mais c'est bon. Voilà. À un moment donné, on verra après. Quoi. Ouais. On a assez parlé de ces sujets-là. Il y a deux sujets où je sais que tu es fan. En tout cas, on en a parlé un petit peu, c'était la crypto et l'IA. On va commencer peut-être par la crypto. Ouais. Si je te dis, pour moi, Bitcoin, c'est un Ponzi. Ouais. Bah oui, mais je suis au début, donc c'est bon. Non, c'est pas un Ponzi. Non. C'est vraiment révolutionnaire dans le sens. Alors c'est pas un Ponzi technique puisque l'argent il y a pas, quelqu'un te paye pas avec l'argent qu'il a reçu. Non, c'est ça le principe du Ponzi. Donc c'est pas un Ponzi techniquement.
non, ça a des propriétés absolument nécessaires dans le monde qui vient. Les monnaies fiat sont pourrait être provocateur en disant c'est des escroqueries, parce que la quantité d'argent créée tous les jours, ça s'appelle le quantitative easing et des choses comme ça, c'est des choses qui sont démentielles en fait. La valeur du dollar ou la valeur de l'euro correspondent pas véritablement à la quantité d'argent qui existe, parce que la création monétaire est démentielle. Mais sans parler de la dette. Alors qu'en crypto, la création monétaire, elle est algorithmique, on la connaît, elle est de plus en plus faible. Donc en fait, il n'y a pas cette dévaluation intrinsèque à la monnaie. Il y aura 21 millions de bitcoins, c'est ça ? Exactement. Donc c'est 21 millions de bitcoins. Si je comprends bien, tu penses que, c'est pas un Ponzi, tu penses qu'ils vont être consommés comment ? Il y aura des milliers de bitcoins. Comment tu... ça a été, pourquoi 21 millions ? Pourquoi on dit mining ? En fait, ça a été constitué un peu comme si c'était quelque chose de... En fait, en théorie, pour qu'une monnaie fonctionne, il faut qu'elle soit rare. Parce que si tu dis, je vais inventer une monnaie qui serait basée sur les graviers, tu vas dehors chez toi, tu as de nouveau des graviers. Enfin, il te faut quelque part une forme de rareté dans l'unité de compte. Mais si tu produis... Ouais. Si tu produis des choses, tu crées de la valeur. Ouais. En créant de la valeur, tu peux créer de la monnaie également. Je sais pas, Comment ça ? Je fais la production, je produis quelque chose, je vais avoir de... la monnaie est plutôt le vecteur. Alors, elle a deux fonctions. Il y a un store of value, donc je mets mes économies en monnaie, en euros, en dollars, en whatever. Et c'est aussi le moyen de faire des échanges. Donc, c'est une unité d'échange. Et actuellement, en fait, le Bitcoin, c'est essentiellement un store of value. Et c'est même pire que ça, c'est plutôt un outil de spéculation. C'est pas véritablement un outil de commerce, même s'il y a un petit peu de commerce qui est fait en Bitcoin. Mais il a ces deux fonctions-là et il est capable de faire la fonction d'unité de commerce aussi. Parce que là, il est à 75 000 €, un truc comme ça, à peu près. Ouais. Et tu penses qu'il va monter ? Pour moi, oui, parce que en fait, mécaniquement, du point de vue de sa conception et de sa fonction, on n'est pas du tout en fait. Après, je ne connais pas tous les trucs par cœur, mais si tu regardes la quantité d'épargne dans le monde et le ratio de cette épargne qui est fait en Bitcoin, ça fera pas 100% d'épargne mondiale, mais il y a encore tellement de marge de progression que oui, ça va mécaniquement monter. Donc il y a eu cet effet blockchain, etc. Aujourd'hui, après à un moment donné, on parlait de métaverse, Web3. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Moi, je me rappelle, je ne vais pas le dire là, c'est trop vulgaire. Je suis un peu vulgaire parfois, mais le métaverse, moi, je n'avais pas du tout... ça ne m'a pas convaincu. Ok. Alors bon, je n'ai pas de boule de cristal, je peux me tromper, mais... moi, je vois la techno... c'est une exponentielle de toute façon, mais il y a une espèce de sinusoïdale autour de l'exponentielle. Donc il y a surexpectation, sous-expectation, mais globalement, la tendance de fond, c'est exponentielle. Et avec l'IA, c'est encore pire. C'est toujours l'exponentielle, mais on est de plus en plus, la pente est de plus en plus verticale. Et donc, voilà, il y a deux façons de voir ça à chaque fois. Est-ce que tu es un sprinter ou un marathonien ? Donc nous, toutes nos boîtes, c'est 5, 6 ans, 10 ans, on est plus des marathoniens. Donc en fait, si tu te dis, je vais rentrer au moment où c'est juste un peu avant d'être complètement sexy, et quand c'est complètement sexy, ok, bravo. Mais c'est pas ce qu'on a fait. Et en tout cas, on ne sait pas le faire. Et donc là, je te dis, Bitcoin, on est depuis 15 ans dedans. Donc c'est 15 ans, j'exagère, mais allez, 11, 12. Donc on est véritablement des marathoniens de ce truc-là, on est convaincus que ça va sortir quelque chose, et c'est toujours la même chose, c'est quand on ne parle pas du Bitcoin dans les médias, c'est là qu'il faut investir. Et quand tout d'un coup ça commence à reparler trop, il faut pas investir. Et si je te dis, tu te souviens, on t'avait fait le procès des cryptos, et là il y a une question intéressante de Thierry qui a dit Monero, c'est la crypto des bandits. Ouais. Alors, est-ce que tu penses que les cryptos, tout ce qui est scam, comment tu vois un peu tout ça, tout ce qui tourne autour de la crypto, qui est un peu sulfureux, qui est un peu... c'est quoi ton a priori de... Notre outillage, on va faire une petite page de pub, mais Scorechain, on est une des 5 plateformes du monde spécialisée dans l'anti-blanchiment des cryptos. Et on le voit tous les jours, si tu veux faire des trucs illégaux, ne prends pas de la crypto, parce que en fait, techniquement, la crypto,
c'est un grand livre de comptabilité public. T'es tout nu. Oui, c'est encore plus transparent. Ah bah oui, si tu dis je vais commencer à dealer de la bœuf au coin de la rue, tu vas pas le faire en crypto. Hein. Tu vas faire en cash avec des billets de 50, que tu vas trouver ton copain qui a un kebab et qui va faire des faux kebabs qui n'existent pas. Enfin, c'est connu, quoi. Et donc, même si tu prends le Luxembourg, je dis, pourquoi il y a autant de restaurants chinois vides au Grand-Duché? Enfin, le gros du blanchiment, il n'est pas fait en bitcoin, hein. Il est fait en... La plus grosse fraude au monde, c'est le black, c'est travailler, pas payer la TVA. Et ça, tu le fais en euros, tu le fais pas en bitcoin. Enfin, donc, alors je suis en train de faire du whataboutisme, oui. Mais quelque part, le problème d'associer les crypto-monnaies et le bitcoin en particulier à des activités illégales, c'est à la fois vrai, ça existe, mais c'est plus faible en ratio que dans le monde fiat. Et en plus, c'est vachement mal adapté. Je pense que ceux qui le font encore maintenant sont des couillons, parce que, enfin, nous, on en est, je vais pas divulguer des trucs, mais des fois, on intervient sur des histoires de divorce, que le mari avait des bitcoins planqués, que sa femme demande un machin. Donc, voilà. Vous avez retrouvé? Bah oui, mais t'es tout nu. Avec tes bitcoins, t'es tout nu. Maintenant, l'IA. Ouais. Donc, l'IA, c'est... on peut pas faire ce podcast sans te parler d'IA et surtout toi. C'est quoi ton ressenti vis-à-vis de tout ce qui se passe autour de l'IA global, ton sentiment général? C'est un putain de bain de sang. Ouais. Certains métiers, ouais. Moi, principalement, le mien. Je pense que l'informaticien de base, c'est un mec mort, quoi. À court terme, à moyen terme? 3 ans. 3 ans. 4 ans, ouais. Dans quel sens? Parce que, en fait, c'est ça qui est... Alors, on parlait que j'avais fait maths sup, maths spé, donc je suis mathématicien de formation, donc les humains, on a du mal à comprendre les exponentielles. Parce qu'on est plutôt des gens qui comprenons les croissances linéaires, mais une croissance exponentielle, voilà, c'est pas 2, 4, 6, 8, c'est 2, 4, 8, 16. Hein. Donc là, on est sur une exponentielle en termes de... En fait, c'est plus les chips, la fameuse loi de Moore. Maintenant, c'est le nombre de poids dans les réseaux neuronaux qui suivent une exponentielle. Enfin, c'est la nouvelle loi de Moore, maintenant, c'est ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'intelligence, en particulier pour des métiers du tertiaire, où quelque part tu prends une idée, tu la transformes en texte. Qu'est-ce que fait un programmeur? Il prend une idée, il la transforme en texte. Donc je trouve que c'est du code, mais c'est ça qu'il fait. Il va être battu. Il est déjà battu à plat de couture sur pas mal de trucs maintenant. Et comme on est dans exponentiel de 4, 8, 16, 32, 64, dans 3-4 ans, c'est la qualité, le niveau du code produit par les IA va être tellement démentiel que, alors il y aura toujours des informaticiens, mais tu auras l'informaticien qui sert à l'IA et l'informaticien de base, sans que ça soit péjoratif, c'est dangereux, quoi. Et il y a d'autres métiers. Même chose pour le comptable, hein, le comptable de base, oui, comptable dans une boîte de fonds, machin. Ça va être le bain de sang. Moi, Et la créativité dans tout ça. Toi qui fais de la musique. Ouais, alors moi je pense que ça me paraît moins inquiétant. C'est plutôt justement les jobs pas créatifs qui vont s'en prendre plein la tête. Maintenant que les artistes peintres, les guitaristes, les trucs disparaissent. Mais déjà maintenant, tu regardes sur Instagram, les influenceuses IA. Il y en a qui gagnent 10 000 € par jour, apparemment. Ouais, mais je trouve ça super, moi. Ouais. Je trouve ça super. C'est sans intérêt, mais c'est super. Est-ce que je peux te poser une question un peu sur toute cette partie IA souverain, cette compétition entre Europe, États-Unis, Chine c'est quoi ton retour là-dessus? Moi, un des trucs qu'on fait dans ScoreChain, c'est qu'on tourne tout en Europe. Rien Google, rien machin, tout ça. Et et puis tu vois les coûts qu'on a. Il y a un rapport 10, on est 10 fois moins cher que nos concurrents en termes de coûts d'info. En Europe. Ouais. Mais on tourne tout nous-mêmes. Hein. Il y a pas de on est chez OVH, chez comment ils s'appellent les Allemands là. Bref. Donc on tourne tout. En mode slick. Moi j'adore ça. Tout ce qu'on a créé, on était en mode... et puis même, c'est dans l'air du temps. Je sais bien que c'est pas dans l'air du temps de Trump, mais c'est dans l'air du temps de... une forme de frugalité, une forme de sobriété, etc. Donc pour revenir à tes questions de l'IA, c'est absolument essentiel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on
à l'intérieur de NeoFacto, on a fait les premiers, on fait nos devoirs à la maison, souvent je dis, donc on a fait un truc de review de code basé sur OpenAI. Rapidement, on a pris après les modèles open source de Meta, on les a travaillés nous-mêmes, etc. Et voilà, donc Meta, c'est toujours... mais au moins, c'est open source. Donc, on a une très grande culture open source. Moi, je suis convaincu. Lama. Et le LLM que, justement, tu penses qu'il va supplanter tous les autres? Il y en a un où tu penses qu'ils vont tous cohabiter? Mais je pense qu'il y a une compétition saine. Ce qui est intéressant, c'est que les Chinois ont mis en open source le DeepSeek et tout ça. Donc, moi, je suis convaincu que l'aspect cloud, c'est une forme de capitalisme assez vicieux, parce que tu crois te mettre à l'abri de dépenses CAPEX, mais tu fais de l'OPEX qui va aux États-Unis. Et on sait on voit le problème un peu avec les États-Unis actuellement. Et fait non, c'est les mecs deviennent les rentiers, les locataires du monde, on va dire les locataires de l'internet. Européens deviennent les locataires de l'internet GAFAM. Et ça, c'est pas bon du tout. Il y a des bonnes choses dans l'IA, notamment en termes de santé. Ouais, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a des... Comment est-ce que tu vois l'évolution pour guérir des maladies avec Moi, il y a un truc que j'avais adoré regarder, c'est avec AlphaGo, ils ont fait après AlphaFold. Donc, comment calculer la façon dont les molécules se replient pour faire les médicaments du futur. C'est un truc génial, vraiment génial. Et ça, tu tapes dans AlphaFold dans YouTube, il y a des tutos et tu regardes. Donc, non, moi, je suis fondamentalement optimiste. Et en matière d'éducation Ça, c'est un truc... alors, je ne suis pas du tout réac, sincèrement. Mais oui, les gosses doivent faire les examens sans téléphone, sans ChatGPT. Enfin, c'est un gros problème. Hein. Moi, je vois ma fille, elles bossent toutes les deux maintenant, mais elles utilisent intensivement ChatGPT. Surtout ma deuxième, je regarde parce qu'on partage le même login, je regarde ce qu'elle tape. Parce que ses profs, ils vont voir ça et ils vont dire... Non, mais elle bosse maintenant, elle bosse. Elle a terminé ses études, mais elle est... Là, c'est aussi où Perplexity AI, tu dis, c'est démentiel, quoi. C'est démentiel. Mais ça peut être intéressant pour des pays, ou en tout cas des populations qui n'ont juste accès à Internet et qui n'ont pas, justement... C'est toujours le même truc, c'est... t'es consommateur ou t'es curieux. C'est... Voilà, et donc il faut, idéalement, c'est quand même bien d'être curieux, savoir comment ça marche, de challenger un peu ce qu'il m'a dit, etc. Ou moi, je regarde la gonzesse bien foutue, tant pis si c'est une AI sur Instagram et ça me plaît vachement. Non, voilà, il y a plusieurs façons de consommer les AI, quoi. Ok. Et est-ce que tu vois donc des gros risques avec l'IA dans le futur? Mis à part la perte de job, autre chose. C'est déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal. Non, mais tu sais, on peut penser l'IA permettra en fait que le revenu universel, etc. Hein. Là, il se trouve que j'étais dans un lunch avec un copain de l'ancien monde que j'ai bossé longtemps avec, qui est très impliqué de par son épouse dans la guerre d'Ukraine, etc. Et il me dit les drones avec l'IA embarquée. Mais c'est démentiel. La meilleure armée du monde, alors il est un peu biaisé, c'est l'armée ukrainienne. Ils ont développé à une vitesse grand V des armes très peu chères. Ils envoient des jet skis couler des bateaux à X millions de roubles. Avec un jet ski coûte 10 000 boules. Hein. Et un peu de drone, un peu d'IA. Et ils envoient, malgré des univers complètement brouillés, etc., des drones qui arrivent à traverser tout pour aller descendre un mec parce qu'il a ta photo dans le truc, quoi. Ça fait peur. Tu en as touché un mot juste rapidement. Tu as parlé d'innovation frugale rapidement. Ouais. J'en ai parlé aussi lors d'un précédent podcast. Justement, ce serait pas l'avenir un peu parce que. Moi, j'adore. Si je démarrais un truc de nouveau, c'est peu probable, hein, mais c'est pas impossible non plus. Moi, je ferais un truc. Souvent, je rigole avec mes clients dans l'âge pour caisse. Je dis, tourner toute l'âge pour caisse sur un Raspberry Pi, ça me plairait bien, quoi. Cette espèce d'inflation, et l'IA, il participe, hein, l'inflation hardware, l'inflation de kilowatts. On peut faire tourner de l'IA sur un Raspberry Pi, tu penses? Oui, bien sûr, il y a des projets. En Estonie notamment. Oui, bien sûr. Et moi, ça, je trouve ça bien. Parce que, je suis pas dans le culte. Je suis pas dans le culte, mais j'adore tout ce qui est Jean Covici, tous ces trucs-là, machin. C'est un physicien comme moi, mathématicien, il a fait un peu les mêmes études. Et il fait des démonstrations
implacable. Il fait des règles de 3, il te sort PV égale NRT, c'est juste la seconde loi de la thermodynamique, delta S supérieur à 0. Bref, il te sort tout ça, et tu dis, en tant que scientifique, ben ouais, et il te dit non, notre avenir sera frugal. Oui. Je pense qu'on en a assez parlé d'IA. Ouais. On est bientôt, on touche bientôt à la fin, mais donc on sent que t'as baigné dans la tech, mis à part quand t'étais mécano. Bah, c'est de la tech. Hein. Ouais, c'est la tech. Bah, ouais. C'est de la tech, effectivement. Changer un cylindre de bus, c'est de la tech. Bon, t'as toujours été donc dans la tech. Ouais. À quoi ressemblerait ta vie sans la tech? Alors là, c'est une colle, ouais, je pense que si ça avait été 300 ans avant, j'aurais fait de la tech, j'aurais fait de l'irrigation, j'aurais fait des roues à aube, je sais pas quoi, tu vois, non, tu vois, c'est... T'aurais inventé, quoi. Ah ouais, j'aurais inventé des trucs. Et tu voulais faire quoi quand t'étais gamin? Ingénieur du son. Ingénieur du son, ouais, ok. Non, c'est vrai. Là, ok. J'ai une lettre, ma mère a regardé ça, tu sais que tu écris 6-7 ans, machin. Et pourquoi? Parce que j'avais un magnétophone et j'enregistrais des conneries et je voulais faire ingénieur du son. Donc il y avait toujours de la tech déjà. Il y avait ça. Du coup, quand tu fais ta musique avec ton groupe, est-ce que tu as un groupe de musique Non, aussi? plus maintenant. Et après j'ai repris des cours, mais j'aime bien jouer un peu de guitare. Ouais. C'est quoi ton groupe favori? Alors ça dépend. Alors ça c'est très intéressant. Des noms que je connais, des trucs qui sont pas trop vieux, quoi. Alors justement, je vais donner 2 noms. Donc, moi, j'ai une grande période Radiohead ou Red Hot Chili Peppers. Donc, je parle en termes de guitariste, j'adore John Frusciante. Et alors, j'ai été voir il n'y a pas longtemps, parce qu'avec un copain, on essaie de ne pas être vieux, donc on s'invite mutuellement dans les trucs qu'on ne connaît pas. Et donc, j'ai été voir un truc que je ne connaissais pas, mais que les jeunes connaissent. J'ai été voir Kokomo, il n'y a pas longtemps, groupe français que je recommande, qui est vachement sympa. Ils sont 2, un peu comme Royal Blood, donc c'est assez hard, hein. Mais il y a le batteur qui est plutôt du monde électro, et le guitariste qui est un gros hardeux. C'est un mélange très sympa comme concert. Tu imaginerais des robots qui puissent faire cette même musique? Probablement, déjà maintenant, mais sans intérêt. Oui, pourquoi il n'y a pas d'émotion? Il n'y a pas d'émotion. Pas d'émotion, c'est pas grave. Parfait. Ma dernière question. Ouais. Que dirait ton entourage professionnel si tu n'étais pas dans cette pièce de toi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi? Qu'ils disent de moi? Bon, alors, on va dire, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent? Pas, tu vois, pas forcément ce qu'ils diraient, parce que ça, c'est compliqué à savoir. L'empathie. Il est plus empathique que tu ne le penses. Non, justement, je dirais... En fait, alors, je vais te dire un truc. Ils m'ont fait un t-shirt, depuis qu'on a vendu, avec écrit donc, le logo Néofac, tout ça, mais stagiaire. Et pour rigoler... il y a le truc que jamais personne ne fait, c'est d'aller détartrer la cafetière. Donc chaque fois que le voyant s'allume, c'est moi qui veux le faire. Ah ouais, ok. Ouais, voilà. Donc là, j'aime bien dire de moi, alors je sais pas s'il le pense, si j'y arrive ou pas, mais j'essaie de mettre de la bonne humeur. Enfin, je déconne beaucoup, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent de moi et tout ça? Certains doivent dire bon débarras et d'autres dire c'était mieux avant. Enfin, je sais pas. Pour clôturer, c'est une bonne... je pourrais t'appeler monsieur stagiaire. Maintenant que tu vas être à la retraite, si tu veux venir faire un petit stage chez The Dots, tu seras le bienvenu. Parce que volontiers. En termes d'IA, j'ai peut-être 2-3 il y a des trucs à faire chez toi, c'est sûr. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, en tout cas. J'ai passé un très bon moment. Ouais. Je connaissais déjà quelque chose, quelques points, mais c'était très sympa. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, puis merci pour ton boulot, il faut quand même le dire. Merci. Tu es aussi un des grands succès de la place du Luxembourg, il faut quand même le dire, tout le chemin parcouru. J'ai eu l'occasion quand même de te suivre à certains moments. On a eu des conversations un peu poussées justement sur les packs d'actionnaires et tout ça. Et franchement, merci beaucoup. Tu réalises. Merci. On va pas finir par moi, on va finir par toi, parce que j'aime pas trop ça. Qui aimerais-tu changer avoir... les pièces? Tu veux changer les pièces? Non, tu verras, je pense que ça a déjà été fait par un précédent podcast, par un précédent invité. Qui aimerais-tu avoir à ta place dans un prochain podcast? Alors moi, je pense à un certain nombre de mes mentors, mais malheureusement, il y en a un que j'adorais, qui est mort, mais moi, j'adorais travailler avec Baguet. Yves Baguet. Ouais. Alors Yves, je le connais très bien. Ouais. Alors j'espère qu'il va accepter. Donc je vais lui faire écouter ça. Ouais. Et c'est un mec. Je repense de temps en temps. Tout à fait. C'est un mec qui m'a beaucoup. Parfait. Ouais. Merci beaucoup. Ouais.
Et Yves, écoute, l'invitation, elle est pour toi. Hein, donc, à bientôt. Merci à à vous, merci à toi et merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec Laurent. Merci Laurent. Merci Kamel. À plus.